Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième conférence de rhumatologie de Détroit. Je m'appelle Raphaël Serror, je suis rhumatologue et je suis chef de clinique à l'hôpital Cochin en médecine interne. Cette conférence, comme toutes les conférences de Détroit, comportera 2 dossiers courts et 3 dossiers longs. Nous allons maintenant commencer avec le premier dossier. Il s'agit d'un homme de 58 ans que vous recevez pour des douleurs de l'épaule droite qui évoluent depuis environ 2 mois. Ces douleurs sont mal systématisées, elles irradient vers l'omoplate et le bras et réveillent parfois la nuit lors de certains mouvements. Elles sont accentuées lors de mouvements de l'épaule. Ce qui gêne actuellement le plus votre patient, c'est l'existence d'une limitation progressive des mouvements de son bras et il vous signale avoir du mal à enfiler ses pulls. En dehors de ça, il est en bon état général. L'examen clinique est sans particularité. L'examen clinique général est sans particularité. L'examen du rachis cervical est normal. Il vous signale ne jamais avoir eu mal avant. À l'examen de l'épaule, vous retrouvez une limitation des mobilités actives et passives de l'épaule droite, surtout en rotation interne, celle-ci est limitée à 15 degrés, et en abduction, celle-ci limitée à 35 degrés. L'épaule gauche est par ailleurs normale. On note dans ses antécédents une tuberculose pulmonaire il y a 20 ans traitée par isoniazide, rifampicine et pyrilène, ainsi qu'un infarctus du myocarde il y a 3 mois. À la première question, on vous demande quel est votre diagnostic. Vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Le diagnostic ici était celui de capsulite rétractile de l'épaule droite, car il existe d'apparition rapidement progressive une limitation des mobilités à la fois active et passive de l'épaule. Cette limitation des mobilités actives et passives se voit quasi exclusivement dans cette pathologie. À la deuxième question, on vous demande quels sont les 3 autres diagnostics qui pourraient être évoqués devant une limitation de l'élévation de l'épaule. Et quels éléments de cette observation vous permettent d'éliminer ces diagnostics. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question.
Donc effectivement, devant une limitation des mobilités de l'épaule en dehors de la capsulite, on peut évoquer plusieurs diagnostics. La première est le diagnostic de rupture complète de la coiffe des rotateurs, en particulier du tendon du sus épineux, ce qui donne le tableau qu'on appelle d'épaule pseudo-paralytique. Cependant, dans ces cas-là, il y a deux différences par rapport à ce qu'il y a dans le cas de notre patient. C'est que le début est le plus souvent brutal, c'est-à-dire au moment de la rupture, le patient ne peut plus élever l'épaule. Il s'agit le plus souvent d'un patient âgé, en dehors des ruptures traumatiques chez les sportifs. Et surtout dans ce cas-là, les mobilités passives sont conservées. Le deuxième diagnostic que l'on peut évoquer, c'est une omarthrose évoluée. Il existe ici un enraidissement de l'articulation qui apparaît en général de façon progressive et lente. Ici, l'installation des troubles est beaucoup trop rapide pour être celle d'une omarthrose. Et par contre, dans ce cas-là, on peut aussi retrouver une limitation des mobilités passives de l'épaule, car il s'agit d'une pathologie articulaire initialement. Enfin, le troisième diagnostic est celui de paralysie du deltoïde par atteinte du nerf circonflexe ou nerf axillaire. Dans ce cas-là, comme dans le cas de la rupture de la coiffe, qui est finalement une pathologie du muscle, les mobilités passives sont conservées, il n'y a pas de raison qu'elles soient limitées, qu'il y ait une raideur de l'épaule. Et on peut retrouver, quand la paralysie évolue depuis un certain temps, une amyotrophie associée du muscle deltoïde. À la troisième question, vous revoyez donc votre patient 15 jours plus tard avec ses radios, et il vous signale qu'il a aussi des douleurs de la main. Vous remarquez effectivement que sa main est œdémateuse, chaude et moite. Quel est alors votre diagnostic, et quelle en est l'étiologie la plus probable? Vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Le diagnostic ici était bien évidemment celui d'une algodystrophie du membre supérieur droit, ce qu'on peut aussi appeler syndrome épaule-main, qui associe l'algodystrophie au niveau de la main et du poignet et au niveau de l'épaule. On sait qu'au niveau de l'épaule, l'algodystrophie prend un caractère particulier qui est celui de la capsulite rétractile, qui peut très régulièrement être isolé ou peut s'associer à l'algodystrophie du poignet, et ça s'appelle dans ce cadre-là le syndrome épaule-main. On dit syndrome épaule-main et non pas forcément algodystrophie de l'ensemble du membre supérieur, parce que de façon régulière et quasiment toujours, le coude dans cette pathologie est respecté. L'étiologie ici, qui en était la plus probable, était son infarctus du myocarde. On vous avait signalé une prise d'isoniazide, qui est un médicament pourvoyeur d'algodystrophie et de capsulite rétractile, mais cette prise d'isoniazide était bien trop ancienne pour être responsable de tableaux d'algodystrophie actuels, la tuberculose ayant eu lieu il y a 20 ans. À la question suivante, on vous demande quelle est la cause la plus fréquente de cette pathologie, c'est-à-dire de l'algodystrophie du membre supérieur. Vous avez 1 minute pour répondre à cette question.
Et la réponse est assez simple, la cause la plus fréquente des tableaux d'algodystrophie au niveau du membre supérieur sont les causes post-traumatiques. Soit suite à une fracture, soit suite à un traumatisme qui peut être minime, ou éventuellement post-chirurgical pour une fracture, mais aussi post-chirurgical pour des interventions beaucoup plus simples, par exemple pour une intervention sur le canal carpien. À la 5e question, on vous demande quel est l'aspect radiologique typique de l'algodystrophie. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. L'aspect typique est celui qu'on décrit classiquement comme une ostéoporose, qui est en fait une déminéralisation locale, et pas ostéoporose au sens densitométrique du terme. Celle-ci est décrite comme pommeléotigrée, c'est-à-dire qu'elle a un caractère hétérogène. Elle est régionale, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas seulement un segment osseux, mais l'ensemble de la région. Au niveau du poignet, elle touchera à la fois l'extrémité inférieure de l'avant-bras, humérus et ulna. Elle touchera les os du carpe, mais aussi éventuellement les métacarpes et les doigts. Donc, comme on disait, carpe, extrémité inférieure des os de l'avant-bras, mais aussi la main. Et éventuellement, au niveau de l'épaule, on peut retrouver des signes à type de déminéralisation. On retrouve rarement ce caractère hétérogène et tigré dans les tableaux de capsulite. Enfin, il faut noter qu'il ne s'agit pas d'une pathologie articulaire et que, en général, l'interligne articulaire n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pincement. On vous demande à la dernière question quelle est l'évolution habituelle de cette pathologie. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question.
L'algodystrophie, qu'elle soit au membre supérieur ou au membre inférieur, évolue en 3 phases. Ces phases sont les suivantes. Il existe tout d'abord initialement une phase chaude dite pseudo-inflammatoire, qui était celle décrite ici par votre patient. Il existe des douleurs diurnes, mais très fréquemment nocturnes, avec un œdème, éventuellement des troubles vasomoteurs, une érythrose au niveau de la main, quand il s'agit du membre supérieur. Enfin, ensuite apparaît une phase froide ou ischémique. Il persiste souvent un œdème, mais celui-là il n'y a plus d'érythrose et de rougeur, mais c'est plutôt un œdème blanc, dur et scléreux. Il y a fréquemment des troubles trophiques à type de dépilation, une blancheur et toujours des troubles de la microvascularisation avec un aspect un peu cyanotique. Enfin, la dernière phase est la phase d'inversion ou de récupération. Le plus souvent, la récupération est ad integrum au niveau du membre supérieur. Il peut persister parfois des raideurs du poignet. Enfin, la récupération complète est la règle dans la plupart des cas. Et au niveau du membre supérieur, on dit régulièrement que la récupération se fait en 1 an et demi à 2 ans et au membre inférieur, plutôt 12 à 18 mois. Quels sont les points forts de ce dossier? Tout d'abord, il faut savoir que la capsulite rétractile est une forme particulière d'algodystrophie qui est limitée à l'épaule, qui en partage certaines étiologies, mais pas toutes, et dont le caractère évolutif est en général un petit peu plus rapide que le syndrome épaule-main et quasiment toujours récupération en intégrum avec quelques rares cas de capsulite récidivante ou réfractaire. Quand on a d'apparition, je dis pas brutale, mais relativement rapidement progressive, en quelques semaines à quelques mois, d'une limitation des mobilités à la fois actives et passives de l'épaule, on n'a guère d'autre diagnostic que celui de capsulite. Comme on l'a vu, le seul autre diagnostic qui entraîne une limitation des mobilités actives et passives de l'épaule, c'est l'homarthrose, et elle évolue en général sur des temps beaucoup plus longs. L'homarthrose ou toute pathologie articulaire, par exemple une atteinte de l'épaule dans le cas d'une polyarthrite rhumatoïde ou d'un rhumatisme inflammatoire, peut aussi aboutir à une destruction articulaire et une limitation des mobilités actives et passives. Enfin, il faut savoir que dans la phase chaude d'algodystrophie, même si on n'en connaît pas bien le mécanisme et qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une maladie inflammatoire, les douleurs sont, elles, très souvent d'horaire inflammatoire et à prédominance nocturne. Enfin, algodystrophie, c'est une pathologie qui évolue en 3 phases de façon classique et qui guérit de façon quasi constante. Voilà pour ce dossier, ce premier dossier.